Bien, on passe donc maintenant à l'étude de l'éthique. Alors, l'intérêt d'étudier l'éthique juste après le traité à fond de l'entendement, c'est que ça permet de repérer au passage les différences ou les continuités, y compris dans le lexique ou dans ce qui est supporté par le lexique. Alors d'abord, un rappel de ce que j'ai dû dire au début de l'année. Le projet de l'éthique, enfin le projet du livre qui est devenu de l'éthique, c'est quelque chose qui est présent à la pensée de Spinoza pratiquement dès le début de son évolution intellectuelle telle que nous pouvons la documenter. Dès les premières lettres à Oldenburg, on le voit parler d'un livre qui s'appellerait sa philosophie. Dans le traité de la réforme de l'entendement, on a vu qu'il parle plusieurs fois, en particulier dans les notes, de sa philosophie. Donc apparemment, dès le début, il y a un livre qui devra exposer sa philosophie dans l'ordre, à la différence des traités qui s'occupent chacun d'une question particulière. Le court traité qui a été redécouvert au XIXe siècle, qui est, autant que nous puissions en juger, rédigé en néerlandais. Alors on ne sait pas très bien s'il a été rédigé en latin et traduit en néerlandais, ou si Spinoza lui-même l'a rédigé directement en néerlandais. Peu importe. Ce que nous avons, nous, c'est du néerlandais. Ce court traité se présente comme une philosophie, avec déjà grossièrement le même plan, en deux parties. Première partie de Dieu, deuxième partie de l'homme et de son état bienheureux. Donc on a l'impression qu'en réalité, le court traité comprend trois moments. Dieu, ce qu'on appellera plus tard Dieu, sa nature, sa propriété, l'homme, sa nature, sa propriété, et puis son état bienheureux, c'est-à-dire la béatitude. Spinoza doit rédiger, à la suite du court traité, l'éthique en latin. Sur ce plan-là, donc on a pendant très longtemps une éthique en trois parties, que, je le rappelle lourdement, nous ne possédons plus. Il faut toujours essayer de la reconstituer, mais nous ne la possédons plus. Simplement, nous voyons Spinoza en parler avec ses correspondants et parfois leur envoyer des extraits, comme il fait dès le début de ses rapports avec Oldenburg, des extraits que ses correspondants discutent et dont ils discutent avec eux. Donc cette éthique en trois parties, ça devait être effectivement 1. Dieu, 2. L'homme, 3. La béatitude. Et puis, à partir d'un certain moment, d'une part, le titre change, pendant un certain temps, le livre s'appelait encore Philosophie. À un certain moment, on voit le titre changer. Spinoza n'en parle plus en disant ma philosophie, mais en disant l'éthique. Donc, premier changement, le titre. Deuxième changement, dans l'éthique que nous possédons, il y a non plus 3 parties, mais 5. Mais c'est tout simple. Les 3 dernières parties plutôt les parties 2, 3, 4 de l'éthique actuelle décrivent l'homme plus en détail. Donc, on peut penser qu'on est passé de 1 Dieu, 2 l'homme, 3 la béatitude, à 1 Dieu, 2 l'homme, description de la connaissance, 3 l'homme, description des affects, 4 l'homme, description des règles de conduite dans la servitude, 5 l'homme, description de la béatitude. Alors pourquoi on est passé d'abord de la philosophie à l'éthique? Pourquoi on a changé de titre? Spinoza ne nous le dit pas. Nous pouvons toujours formuler des hypothèses. Peut-être parce qu'entre-temps était parue l'éthique d'un philosophe chrétien néo-stoïcien, Göhlinx, et que Spinoza a voulu se démarquer de cette éthique-là. C'était l'hypothèse de Bernard Rousset. Peut-être aussi parce qu'il lui est apparu de plus en plus nettement que le but de sa philosophie était pratique, était la conduite et le salut, et qu'en ce sens, sa philosophie gagnait à être désignée par son terme même. Peut-être enfin, pour se distinguer de la foule des philosophes, terme qui, le terme philosophie prenant sous sa plume un sens de plus en plus péjoratif.
Ce qu'il faut remarquer, par exemple, c'est que le mot philosophie est absent désormais dans l'éthique que nous possédons, non seulement du titre, mais même de l'ensemble du livre. Mais, soit dit en passant, le terme éthique aussi. Le livre s'appelle éthique, mais jamais on ne trouve le mot éthique à l'intérieur. En revanche, on trouve encore par-ci par-là le mot philosophe, et cette fois dans un sens parfois positif. Deuxième question, pourquoi on est passé de 3 parties à 5 parties? Alors là, je crois que la réponse est plus simple. Au fur et à mesure que Spinoza s'est intéressé de plus en plus au comportement concret des hommes, et notamment pendant tout le processus de rédaction du traité théologico-politique, il a été amené à développer énormément ce qui concernait l'anthropologie. Donc l'ancienne 3e partie est devenue de plus en plus grande, et d'abord pour une raison quantitative, il était logique, suivant les règles de composition du XVIIe siècle, de la subdiviser à son tour. Mais outre cet aspect quantitatif, il y a aussi un aspect qualitatif, c'est-à-dire que dans l'éthique telle que nous la possédons, l'anthropologie se fonde sur un concept central, qui est le concept de conatus, d'effort pour persévérer dans son être. Et ce concept est suffisamment nouveau par rapport aux écrits précédents et suffisamment important pour déterminer une plus grande autonomie à la connaissance anthropologique. Donc peut-être le fait qu'on y consacre plusieurs parties de l'éthique définitive. Donc je termine ce résumé. Spinoza a sans doute repris la rédaction de l'éthique après avoir publié le traité théologico-politique, donc entre 1170 et 1175. En 1175, l'éthique est sans doute achevée, puisqu'il pense à la publier, et les troubles causés à ce moment-là par les théologiens le dissuadent de le faire de son vivant. Donc l'éthique restera encore inédite pendant 2 ans. Spinoza meurt en 1177 et ses amis la publieront dans les œuvres posthumes. Autrement dit, il est très probable que le texte que nous avons sous les yeux maintenant, sous le nom éthique, c'est ce qui était prêt pour la publication en 1175. C'est-à-dire la version qui aurait été rédigée entre 1170 et 1175. Alors nous pouvons toujours nous demander ce qu'était la première éthique, c'est-à-dire l'étape intermédiaire entre le court traité des années 1160 et la version définitive, c'est-à-dire, disons, ce qui aurait été rédigé entre 1160 et 1165. Alors, nous pourrions le faire peut-être à partir de la correspondance, peut-être aussi à partir d'analyse de différences lexicales dans tel ou tel morceau de l'éthique que nous possédons, mais il faut bien voir que si nous nous livrons à ces hypothèses, ce sont des hypothèses, c'est-à-dire que ne commettez jamais l'erreur de dire dans l'éthique A, dans la première éthique, Spinoza dit que. Rappelez-vous que c'est nous qui essayons de la reconstituer et qu'en fait, au fond, ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'analyse puisque l'objet de notre analyse, c'est l'éthique définitive telle qu'elle existe sous nos yeux. Donc ne pas trop se livrer à des supputations sur la date de tel ou tel théorème ou de tel ou tel scolie, dans la mesure où, après tout, en 1175, Spinoza est prêt à la publier, donc il la considère comme un tout homogène. Ce qui veut dire que même s'il a repris dans l'éthique définitive de parties anciennes, il les assume telles quelles dans l'éthique définitive. Conséquence, si nous avons des difficultés à expliquer un passage de l'éthique, ça n'est pas de bonne méthode de dire ça doit être un passage ancien. Tous les passages doivent être considérés comme récents, soit qu'ils aient été rédigés récemment, soit qu'ils aient été repris et intégrés récemment dans l'éthique telle qu'elle se trouve actuellement. Donc, nous devons de fait la considérer comme un tout homogène, cohérent, et s'il y a des difficultés, c'est soit nos difficultés à nous, soit des difficultés qui viennent à sa structure même, et pas simplement à des différences chronologiques. Bien, ces précautions étant prises, comment se présente l'éthique? Quel est son plan? On peut lire ce plan de 2 façons différentes. Premièrement, on peut le lire dans une lecture continue, celle qui nous est proposée par la première page. Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique est divisée en 5 parties.
où il est traité, alors, première partie de Dieu, deuxième partie de la nature et de l'origine de l'âme, troisième partie de l'origine et de la nature des affects, c'est affectus que je traduis par affect, quatrième partie de la servitude de l'homme ou des forces des affects, cinquième partie de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. Alors, ça c'est la lecture continue des 5 parties. Remarquez que ces titres sont disposés sous nos yeux de façon rhétorique. Il y a d'abord de Dieu, qui n'a pas de sous-titre. On aurait pu penser de Dieu, virgule, de sa nature et de ses propriétés, puisque c'est ainsi que le thème du livre 1 sera repris au début de l'appendice. J'ai traité de la nature de Dieu, de sa nature et de ses propriétés. Mais Spinoza a choisi, enfin Spinoza ou les rédacteurs des Opéra Pastois ont choisi d'isoler ce titre de Dieu sans commentaire et sans sous-titre. En revanche, les 4 autres titres, d'une part, ont l'air de se répondre 2 par 2, et d'autre part, à chaque fois, ont soit 2 termes pour les désigner, soit quelque chose comme un titre et un sous-titre. Alors, regardez partie 2 et 3, de la nature et de l'origine de l'âme, de l'origine et de la nature des affects. Alors pourquoi il dit de la nature et de l'origine et ensuite de l'origine et de la nature? On peut penser que c'est simplement une formule stylistique. Il faut varier. Il faut donc, on les présente en chiasme, mais on inverse. De même, ensuite, on aura servitude et les forces, et ensuite de la puissance et de la liberté. C'est-à-dire qu'au lieu de répéter servitude, liberté, on inversera l'ordre de présentation du titre et du sous-titre en 4 et 5. Alors, effectivement, on peut penser que c'est un arrangement purement stylistique, en quelque sorte. On peut aussi se demander, certains commentateurs l'ont fait, si réellement la seconde partie traite de l'origine de l'âme et pas simplement de sa nature, puisqu'après tout, on ne nous dit pas, dans la deuxième partie, comment l'âme est produite. Donc certains commentateurs se sont demandé si au fond le titre n'était pas simplement de la nature de l'âme, le mot origine ayant été introduit par un souci de symétrie par les éditeurs. Mais ça c'est une interprétation un peu facile. Je crois qu'il faut tenir la version difficile. Peut-être même si la deuxième partie ne nous parle pas de la production de l'âme au sens strict, Spinoza souhaite-t-il indiquer par le mot origine qu'il va nous montrer, par exemple, la production des différents genres de connaissances. Or, qu'est-ce que c'est que l'âme, si ce n'est la somme des différents genres de connaissances? Alors, pourquoi nature et origine dans un cas, origine et nature dans l'autre, si ça n'est pas une formule purement stylistique? Peut-être que Spinoza se veut indiquer par là, encore une fois, là je commente de façon hypothétique une simple disposition des termes, que dans le cas de l'âme, il faut d'abord connaître sa nature pour pouvoir expliquer la production des genres de connaissances. Donc la nature précède, l'analyse de la nature précède l'analyse de la production. Autrement dit, les 13 premières propositions, puis les postulats LM qui expliquent le rapport entre l'âme et le corps, et enfin expliquent la complexité du corps, donc le rapport entre l'âme et le corps, précèdent la théorie de l'imagination et des notions communes. Au contraire, dans le cas des affects, troisième partie, l'origine précède la nature, parce que là, on commence tout de suite par une théorie de la production. On regarde maintenant le titre des parties 4 et 5. Alors, on remarque qu'on les emprunte à un lexique très traditionnel, la servitude de l'homme, la liberté de l'homme. Désigner le pouvoir des affects comme la servitude, ça fait tout à fait partie des traditions rhétoriques et morales. Pourquoi cette fois Spinoza inverserait les deux termes? Pourquoi servitude d'abord
et liberté seulement en second après puissance de l'entendement. Bien, peut-être parce que l'essentiel du livre 4, ça consiste à décrire un état de servitude, c'est-à-dire le déchirement humain, la dépendance à l'égard des passions, la variation des passions qui font que l'homme est perpétuellement secoué par des choses extérieures qu'il domine. Au contraire, dans la 5e partie, il y a une sorte de progression qui fait que la liberté au sens fort n'est décrite qu'en dernier. Alors, à ce propos, j'insiste, la 4e partie en entier est consacrée à la servitude. On trouve parfois chez certains commentateurs l'idée que seul le début de la 4e partie décrirait la servitude humaine. C'est-à-dire que la partie consacrée au dictat minarationniste ne serait plus une description de la servitude. Et c'est là précisément qu'on trouve le type d'hypothèse que le titre de la servitude humaine renverrait à une ancienne version de l'éthique. Mais pas du tout. La servitude humaine, c'est à la fois la domination brutale par les passions, c'est-à-dire en gros les 8 premières propositions, et puis la connaissance des décrets de la raison, tant que ces décrets demeurent impuissants à se réaliser. Donc, même le développement de la raison tel qu'il est décrit dans la 2e partie du livre 4, c'est encore le règne de la servitude. On ne quitte pas la servitude lorsque la raison commence à se développer. On quitte la servitude lorsque la raison peut enfin l'emporter, et encore de façon limitée. On peut même dire que le comble de la servitude, c'est le moment où la raison existe, où elle peut énoncer les dictamina, mais où précisément elle n'arrive pas à les mettre en œuvre avec suffisamment de constance du fait du pouvoir des affects. Donc il y a bien plusieurs degrés de la servitude, dans l'un de ces degrés, la raison est présente. Donc jusqu'à la fin de l'éthique 4, on est bien dans le règne de la servitude. Il n'y a pas d'un côté la servitude qui serait la règne des passions, et ensuite la liberté qui serait l'apparition de la raison. La raison apparaît évidemment dès le début, simplement elle est impuissante. Bon, puisque j'ai commencé à traduire les termes, je reviens sur les choix de traduction que je fais par rapport à ceux de la traduction à Pune. Comme à Pune, je traduis mens par âme. Je m'en explique. Le coup de force théorique de Spinoza consiste à attribuer dans l'éthique, ce qu'il ne faisait pas dans la réforme de l'entendement, au mot mens à la fois les pouvoirs cognitifs et en faire le siège des affects, de leur domination et ensuite de la domination de l'entendement sur eux. Donc le terme mens chez Spinoza désigne à la fois, on peut dire, le côté cognitif et le côté affectif. Il faut bien voir que ce n'est pas un coup de force lexical seulement, c'est un coup de force théorique. Cela renvoie au fait que chez lui, il n'y a d'affect qu'en quelque sorte accroché à l'idée. Il y a certains inducteurs qui rendent mens par âme et d'autres qui le rendent par esprit. Il est clair que les deux traductions sont toutes les deux insuffisantes, puisque dans le français actuel, esprit renvoie plutôt à la connaissance et âme renvoie plutôt à la passion ou à l'affect. Alors comment choisir entre les deux, étant admis qu'en fait, il faudrait un terme français qui renvoie aux deux à la fois. Alors, moi je préfère traduire par âme, parce que, d'abord, c'est ça qui va être le principal, c'est l'aspect affectif, et le rapport entre la raison et les affects va être l'essentiel, dans les livres 3, 4 et 5. Et d'autre part, parce que, je m'appuie là-dessus sur une remarque de Jean-Marie Bessade, le terme âme a en français une acception plus large que le terme esprit. Par exemple, quand on dit un état d'âme, on décrit bien le type de situation que décrit Spinoza, que le terme état d'esprit ne décrit pas du tout. Donc, esprit étant plus restrictif que âme, je crois qu'il vaut mieux essayer on perd moins
en traduisant par âme qu'en traduisant par esprit. Bon, affectus. Alors, je ne traduis pas par affection comme le fait Apune, je traduis par affect. Je pense que Apune a reculé devant le terme affect parce qu'il n'était pas utilisé en français au moment où Apune traduisait, au début du siècle. Le développement de la psychanalyse et de différentes formes de psychologie ont rendu maintenant le mot affect suffisamment courant en français pour qu'on puisse l'utiliser sans que ça paraisse trop technique ou trop gênant. Et l'avantage de traduire affectus par affect, c'est que ça permet de garder affection pour traduire affectio. Donc, dans le vocabulaire spinozien, on trouve affectio qui signifie modification, mais modification n'importe quoi. Ça peut être une modification du corps ou une modification de l'âme. Alors qu'affectus, affect a un sens beaucoup plus précis. Sinon, je traduis évidemment servitus par servitude, libertas par liberté et intellectus par entendement, comme on l'a fait dans le traité infant de l'entendement. Bon, donc ça, c'est le premier plan possible, au fond, le plan linéaire de la première à la cinquième partie. Maintenant, Spinoza nous propose lui-même un autre plan, ou plutôt une autre façon de comprendre l'éthique, qui n'est plus exactement un plan, disons un itinéraire avec deux chemins. On pourrait dire qu'il y a d'abord une entrée en matière qui va du début de la première partie jusqu'à la proposition 13 de la seconde. Donc de 1 à 2.13, on a une théorie générale de la substance, de ses attributs, des modes. Et puis en 2.13, on s'arrête. On s'arrête en disant, maintenant, pour comprendre ce qu'est l'homme, il va falloir procéder d'une certaine façon. Alors vous pourriez objecter, mais dès le début du livre 2, il parle de l'homme. Oui, mais quand il est en la proposition 2.13, il dit, tout ce que j'ai dit, ça ne s'applique pas seulement à l'homme, mais à toutes sortes de choses. Donc en fait, certes, il a fait des démonstrations du côté de l'homme, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres. Donc de 1 à 2.13, on a une introduction générale où en fait, on n'a pas encore traité de l'homme, du moins de ce qu'il a de spécifique. Et pour comprendre ce qu'il en est de l'âme humaine, chose qui va nous intéresser à partir de 2.13, il faut passer par son rapport avec le corps. Donc, à ce moment-là, on a deux chemins qui divergent à partir de 2.13. De 2.13 jusqu'à 5.20, donc pendant 3 livres à peu près, on analyse l'âme humaine en tant qu'elle est en rapport avec le corps, avec l'existence du corps. Ce qui veut dire que tout ce qu'on dira de l'âme, certes, ça concernera l'âme elle-même, puisque c'est elle qui nous intéresse, mais on ne pourra le comprendre qu'en ayant présent à l'esprit les caractéristiques du corps en tant qu'il existe. Alors, ça ne veut pas dire que l'âme est déterminée par le corps, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui, ayant le même règle de fonctionnement du côté de l'âme et du côté du corps, nous sont plus apparentes, plus visibles du côté du corps. Et à partir de 5.20, enfin de 5.21 plutôt, on arrête sur ce chemin et on revient en quelque sorte là d'où on a bifurqué. Donc il faudrait représenter le chemin comme ça. Une entrée en matière qui fait 1 jusqu'à 2.13. Et d'un côté, l'âme dans son rapport avec l'existence du corps, 2.13 jusqu'à 5.20. Et quand on est arrivé à 5.20, on remonte à cette bifurcation et on a les 22 dernières propositions de Éthique 5 qui traitent de l'âme désormais sans rapport avec la durée du corps. Ce qui ne veut pas dire sans rapport avec le corps. Simplement, ici, c'est en rapport avec la durée du corps. Ici, c'est en rapport avec l'essence du corps. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que
à partir de 13, l'âme est toujours en rapport avec le corps, mais pas avec le même aspect du corps. Ici, on ne peut la comprendre que dans son rapport avec la durée du corps existant, et là, on la comprend dans son rapport avec l'essence du corps. Il faut toujours y penser, sans quoi on ne comprend pas pourquoi on voit le corps réapparaître brutalement tout à la fin du livre. Alors, bien entendu, ce type de raisonnement, cette autre compréhension de la structure éthique que je vous propose, ne contredit pas la lecture continue des 5 parties. Simplement, elle permet de se repérer à l'intérieur de ces 5 parties. Elle permet de voir que ce sont des mécanismes de raisonnement différents qui s'appliquent dans ces 3 moments. Comment se présente maintenant l'éthique? Alors, elle se présente, si on veut la comparer avec la réforme de l'entendement ou avec le traité théologico-politique, elle assume clairement d'être, je relis le sous-titre, ordine geometrico demonstrata, démontrée selon l'ordre géométrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire selon l'ordre géométrique? On peut l'interpréter de plusieurs façons. Premièrement, d'une façon purement extérieure, c'est vrai qu'elle se donne extérieurement, comme commençant, et même recommençant dans plusieurs de ces parties, avec des définitions, des axiomes, des postulats. Et puis le corps même du texte est une suite de théorèmes ou de propositions et de démonstrations, parfois suivies de scolies, qui les explicitent ou qui proposent d'autres démonstrations, qui donnent des exemples. C'est-à-dire qu'on reproduit extérieurement, pour prendre un nom propre qui est cité par Spinoza dans le traité de géopolitique, on reproduit extérieurement la présentation des éléments d'Euclide. Ou plus exactement, vu l'importance des scolies, on reproduit la présentation de ces éléments telle qu'elle était donnée au XVIIe siècle dans la suite de Clavius, c'est-à-dire dans les grandes écoles de jésuites, mais dans les grands manuels qui s'étaient répandus dans toute l'Europe. Mais ce qu'il faut aussitôt remarquer, après avoir noté cette apparence géométrique, et je dis apparence en sens forme, cette forme externe géométrique, c'est qu'en réalité, on voit au moins 2 styles d'écriture s'enchevêtrer. D'une part, le style proprement géométrique, les démonstrations et les théorèmes, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler un style de commentaire, que bien entendu on trouve dans les scolies, mais qu'on trouve aussi dans un certain nombre d'appendices, soit des préfaces, c'est le cas des livres 3, 4, 5, soit des postfaces, l'appendice du livre 1, les définitions de sentiments dans le livre 3, et les règles de conduite qui sont rassemblées à la fin de l'éthique 4. Donc tout se passe comme si Spinoza éprouvait à intervalles réguliers le besoin soit de faire le point sur ce qu'il a démontré, soit de le présenter autrement que dans l'ordre géométrique, soit d'annoncer ce qu'il va faire, ou de se démarquer de tel ou tel ses prédécesseurs, puisque les préfaces ont souvent pour fonction de le démarquer, notamment des stoïciens de Descartes. Remarquez néanmoins que la première partie n'a pas de préface, elle commence abruptement, par une série de définitions, et la dernière partie n'a pas de postface. C'est intéressant à noter. Tout se passe comme si Spinoza avait voulu que l'éthique commence et se termine de façon abrupte, c'est-à-dire de façon géométrique. Toutes les parties commentaires sont entre les livres. Le premier étant à la fin du livre 1, le dernier se trouvant au début du livre 5. Donc la partie discursive, si vous voulez, se trouve ainsi enserrée dans la partie géométrique. Alors comment penser le rapport entre ces 2 types de discours, le discours géométrique et le discours de type commentaire, de type discursif?
Spinoza nous en donne lui-même la clé, parfois. Quand il s'arrête pour faire le point, il dit qu'il va présenter autrement que dans la prolixité des mathématiques. Donc tout se passe comme si pour lui, la présentation mathématique avait l'avantage d'avoir une force contraignante. Elle est fortement démonstrative. Mais elle a le tort de faire perdre de vue les enjeux de la démonstration. C'est-à-dire qu'on procède de théorème en théorème, on peut à chaque théorème vérifier l'exactitude de la démonstration, donc il n'y a pas d'erreur possible, mais à chaque théorème, on ne voit pas où est-ce qu'on en va, à quel horizon on écrit. Donc, quitter la prolixité des mathématiques, c'est se donner le moyen de mesurer les enjeux, c'est-à-dire de savoir où on va, d'où on vient et contre qui on écrit. Donc les parties discursives serviraient surtout à cela. Mais on pourrait dire aussi que certaines de ces parties discursives servent à exemplifier la partie démonstrative. Et par exemplifier, il ne faut pas comprendre simplement donner des illustrations, mais aussi faire apparaître un matériau qui seul donne son sens à la démonstration. Ce qui implique peut-être que la mathématique de l'éthique n'est pas la mathématique des mathématiques. Que Spinoza, quand il suit l'ordre géométrique, ne prétend pas reproduire exactement ce que font les mathématiques. Autrement dit, il demande aux mathématiques un certain modèle d'intelligibilité, un modèle démonstratif, mais les objets auxquels il applique ce modèle démonstratif ne sont pas les objets abstraits des mathématiques. Donc il se peut que les matériaux qu'il convoque à l'occasion des scolies, des préfaces ou des appendices, n'aient pas exactement le même statut que les matériaux de mathématiques. Spinoza ne dit nulle part qu'il s'agit de faire une philosophie strictement mathématique. Il dit qu'il emprunte quelque chose aux mathématiques, que les mathématiques donnent une autre forme de mathésis, donnent une autre forme de connaissance, une autre méthode de connaissance. Alors, comment faut-il comprendre ce rapport de Spinoza aux mathématiques ? Bon, je m'appuie ici sur le travail récent de Fabrice Audier, qui s'appelle Spinoza et les mathématiques. Spinoza, d'une part, a une culture mathématique. Ça se voit par exemple dans sa correspondance. Il n'hésite pas à y recourir pour expliciter ce qu'il dit sur le plan philosophique. On l'a déjà vu dans le traité de l'art de l'entendement. Mais qu'est-ce que c'est pour lui, quel sens ça a de démontrer l'éthique suivant l'ordre géométrique? Alors il y a un premier niveau de ce sens, massif, qu'il va expliquer différents endroits de l'éthique, c'est que ça consiste à s'obliger à regarder, par exemple, les affects humains, comme on regarde les lignes, les surfaces et les volumes en mathématiques. Autrement dit, à considérer leur essence et leurs propriétés, et non pas des fins ou des essences idéales par rapport auxquelles on jugerait les choses. C'est ça le premier sens, c'est le plus important, c'est celui qui souligne lui-même. Et ça suffit pour montrer que, à ses yeux, la présentation mathématique n'est pas quelque chose de simplement formel, de simplement superficiel. Que ce n'est pas fait pour dissimuler sa pensée, comme on a pu le supposer.
Mais en même temps, il faut remarquer que, par exemple, dans le traité politique, il dit à peu près la même chose. Il dit qu'il va considérer les affects humains et ce qui concerne l'État et la société civile exactement comme les physiciens considèrent leurs propres objets. Donc le fait de refuser la considération des fins, le fait de refuser de confronter l'empirique à une essence idéale, c'est quelque chose qu'on trouverait non seulement dans l'éthique, mais aussi dans les traités. Or, ces traités ne sont pas présentés ordinés géométricaux. Donc il y a peut-être quelque chose de plus dans l'ordre géométrique, donc dans la présentation par enchaînement de théorèmes, que simplement ce premier sens, si important soit-il. Alors qu'est-ce qu'on trouverait de plus dans l'éthique qu'on ne trouve pas dans les traités, par exemple? Bien, on trouve dans l'éthique un certain type de démonstration. Ce type de démonstration, aux yeux de Spinoza, constitue la force même de l'entendement. Ça n'est pas une armature extérieure, c'est un instrument. Donc exactement au sens où le traité de l'entendement parlait des instruments qu'on s'est donnés pour compléter les instruments natifs de l'esprit humain. Cet instrument, il a été constitué sur certains objets, à savoir les objets mathématiques. Donc ce que fait Spinoza ici, c'est d'exporter cet instrument des objets mathématiques à l'intérieur de la philosophie pour faire autre chose. Mais apparemment, le changement d'objet, même s'il y a un accord dans la considération des objets philosophiques et des objets mathématiques, ça va avoir des effets. C'est-à-dire que le matériau sur lequel travaille l'instrument a des effets sur le fonctionnement de l'instrument lui-même. Encore une fois, jamais Spinoza ne développe l'illusion qu'il suffirait d'imiter les mathématiciens pour faire de la philosophie vraie. La preuve, c'est qu'il va modifier l'usage des démonstrations mathématiques en introduisant très lourdement, très fortement des matériaux à l'intérieur de raisonnements mathématiques, des matériaux externes. Donc, sans entrer dans les choix techniques qui sont ceux de Spinoza en mathématiques, il me semble que Morel Geometrico renvoie plutôt à l'idée qu'il faut considérer les choses suivant leur essence et leurs propriétés, et non pas suivant une essence idéale et une fin. Et Ordine Geometrico, ce qui est spécifique de l'éthique, renvoie plutôt à un certain enchaînement démonstratif qui force à montrer la forme propre de l'entendement, quitte à ce que cet enchaînement démonstratif s'applique de façon différente en fonction des régions du savoir. Que ce soit des régions abstraites comme les mathématiques ou des régions concrètes comme ce qui concerne Dieu, l'homme, les affects ou l'État. Bon, je passe maintenant à l'étude de la première partie, donc de Dieu. Alors, on présente parfois cette première partie comme une sorte de syntaxe abstraite des attributs. Ce n'est pas totalement faux. Néanmoins, il faut remarquer que dès cette première partie, on trouve un matériau présent dans les exemples et même dans les définitions, c'est-à-dire que le lecteur est supposé avoir une certaine connaissance du contenu de deux attributs, l'étendue et la pensée. Donc d'un côté, on fait comme si on parlait des attributs en général, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, comme si ce qu'on allait énoncer était vrai de tous les attributs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que même des attributs que nous ne connaissons pas singulièrement, nous pouvons énoncer un certain nombre de choses qui sont communs à tous. Donc d'un côté, il y a cette procédure formelle, mais en outre, pour comprendre ce dont il s'agit, Spinoza n'hésite pas à faire référence aux attributs que nous connaissons et à leur mode, c'est-à-dire au corps et aux idées, au corps et aux pensées.
La question est de savoir sous quel regard y fait-il référence? Est-ce que ce savoir matériel suffit? Non. Il y a un deuxième présupposé dans la démarche de éthique 1. À côté de ce réquisite matériel, il y a une sorte de réquisite formel qui est que le lecteur est, il le dira un peu plus loin, est un lecteur philosophe. Un lecteur qui sait distinguer entre entendement et imagination. Autrement dit, le lecteur construit par l'éthique, le lecteur légitime de l'éthique, est quelqu'un qui a déjà exercé son entendement, c'est-à-dire qui est déjà au courant des sciences de la nature. Et on va lui proposer de transporter dans une autre connaissance ce qu'il a exercé dans les sciences de la nature. Donc il faut rejeter l'idée suivant laquelle l'éthique se présenterait comme pure de tout réquisite antérieur, tout lecteur ouvrant l'éthique pouvant pénétrer dans l'univers de Spinoza. Pas du tout. Spinoza choisit ses lecteurs, ou construit un lecteur idéal, et ce lecteur est quelqu'un qui sait déjà utiliser les instruments de l'entendement, donc qui ne se contente pas d'avoir rencontré des corps ou des pensées, mais qui a déjà quelques idées sur la façon dont elles fonctionnent. Donc qui sait déjà quelque chose sur la liaison des corps entre eux par la causalité, par exemple. À tel point qu'on n'a pas besoin de lui décrire ce que c'est qu'une cause. On présuppose que le lecteur vit déjà dans un univers causal, ce qui après tout ne va pas de soi du tout. Donc le but de l'éthique 1, ça pourrait être de généraliser cet univers de la causalité, de le systématiser, mais certainement pas de l'introduire. Donc ça sera de faire pénétrer le lecteur mathématicien, ou ayant une culture mathématique ou physique, dans un univers où, au fond, ce modèle est le modèle généralisable, ce que le lecteur ne savait peut-être pas à l'avance. Donc, un présupposé matériel, les corps et les pensées, un présupposé formel, la rationalité scientifique, disons, l'univers de la causalité. Et on verra que de certaine façon, tous les raisonnements sont fondés sur l'équivalence entre causalité et connaissance. On l'a vu dans le traité de la forme de l'entendement, connaître, c'est connaître par les causes. Et la plupart des démonstrations vont être fondées sur cette équivalence. Alors, pour se convaincre du contenu matériel, regardons comment il va procéder. Regardons par exemple dans les scolies. Alors, dans le second scolie de la proposition 8, je lis le scolie en entier, enfin le début du scolie en entier. Donc, proposition 8, scolie 2. Je ne doute pas qu'à tous ceux qui jugent des choses confusément et n'ont pas accoutumé de les connaître par leur première cause, il ne soit difficile de concevoir la démonstration en proposition 7. Autrement dit, le lecteur que j'attends, c'est quelqu'un qui a coutume de refuser la connaissance confuse et de chercher les premières causes des choses. Si le lecteur n'est pas déjà sur ce terrain-là, il ne comprendra pas ma démonstration. Donc les lecteurs qui ne font pas cela ne distinguent pas entre les modifications des substances et les substances elles-mêmes, et ils ne savent pas comment les choses sont produites. Donc on attend du lecteur, pour qu'il puisse comprendre l'éthique, qu'il sache comment les choses sont produites, qu'il ait une idée de ce que c'est que la production des choses. Et pour illustrer ce que c'est que la production des choses, et la différence entre la connaissance de la production des choses et l'absence de cette connaissance, on va retrouver un terme et un exemple qu'on connaît bien par le traité de la forme de l'entendement. Le terme, c'est le terme de fiction, plutôt le verbe qui va avec fiction, fingere.
Et l'exemple, c'est l'exemple qu'on a déjà trouvé dans le traité de la forme de l'entendement, je cite, d'où vient qu'il forge, affingant, c'est une des variantes du verbe fingo, d'où vient qu'il forge pour les substances l'origine qu'il voit qu'ont les choses de la nature, ceux qui en effet ignorent les vraies causes des choses, confondent tout, toujours univers à confusion, et sans aucune protestation de leur esprit, forgent aussi bien des arbres que des hommes parlants, imaginent des hommes naissant de pierre aussi bien que de liqueur séminale, et des formes quelconques se changeant en d'autres également quelconques. On avait déjà trouvé ces exemples, c'était plusieurs fois, à propos de la théorie de la fiction, d'entraîner la forme de l'entendement. Donc, il y a bien de ce point de vue continuité entre éthique 1 et la réforme de l'entendement, c'est que le bon lecteur de l'éthique, c'est celui qui a rejeté les idées fictives, donc qui sait qu'il y a des lois dans la nature. La nouveauté par rapport au traité de la réforme de l'entendement, c'est que désormais Spinoza dispose d'un terme précis, qu'il pouvait utiliser d'ailleurs occasionnellement auparavant, mais qui là est systématisé. Le terme par lequel il désigne la connaissance non fictive, c'est que c'est une connaissance des formes. Alors on pourrait s'étonner et dire, maintenant les formes, c'est typique de la scolastique ou de l'aristotélisme. Oui, mais ce que lui entend par forme, c'est quelque chose de très précis, c'est le fait que chaque catégorie de choses, chaque catégorie de res, les hommes, les arbres, les pierres, se reproduit suivant des lois déterminées. Et en fait, le mot forme vient ici remplacer l'expression de type carta et determinata qu'on trouvait dans la réforme de l'entendement. Donc, je résume, le début de ce deuxième scoli de la proposition 8, qui en fait commande plutôt la proposition 7 d'ailleurs, nous rappelle que pour comprendre les démonstrations mathématiques de éthique 1, il faut avoir abandonné la fiction, savoir que les choses sont produites suivant des lois réglées et déterminées, et donc que l'univers l'univers de l'étendue est un univers de forme, c'est-à-dire de lois de la production des choses. Alors, c'est déjà beaucoup ce qu'on attend du lecteur. Ce réquisite de la lecture d'éthique 1, ça montre bien que le début de l'éthique ne part pas de rien. On part déjà d'un certain terrain extrêmement déterminé. Pour le dire brutalement, celui de l'idée vraie. Deuxième exemple, je vais le chercher toujours dans le même scoli, mais une page plus loin. À propos de la définition, nous pouvons conclure que nulle définition n'enveloppe et n'exprime jamais aucun nombre déterminé d'individus, puisqu'elle n'exprime rien sinon la nature de la chose définie. Par exemple, la définition du triangle n'exprime rien de plus que la seule nature du triangle, et non pas du tout un nombre déterminé de triangles. Tiens, alors que le premier exemple faisait référence aux lois de la nature physique et même biologique, le deuxième exemple, qui apparaît dans le texte, fait référence aux mathématiques, à la géométrie. Donc de même qu'on attend que le lecteur sache comment se reproduisent les êtres naturels, on attend aussi qu'il ait déjà une culture concernant les objets mathématiques, c'est-à-dire les êtres abstraits et le rapport entre la définition et l'existence. Et c'est vrai que la définition du triangle s'applique à n'importe quel triangle. Que je définisse ce triangle comme une figure qui a 3 angles ou comme une figure à 3 côtés, dans les deux cas, ça ne me dit pas ni si un triangle existe réellement, ni combien il en existe. Or, c'est cette remarque concernant le rapport entre définition et existence des triangles qui est ici généralisée à l'ensemble des définitions, plutôt à l'ensemble des définitions d'un certain type d'être. Troisième exemple, toujours dans le même scoli, si par exemple il existe dans la nature 20 hommes,
Je suppose pour plus de clarté qu'ils existent tous en même temps et n'ont pas été pressés par d'autres. Il ne suffira pas, pour rendre compte de l'existence de ces 20 hommes, que nous fassions connaître la cause de la nature humaine en général. Il faudra en outre que nous fassions connaître la cause pour laquelle il n'en existe ni plus ni moins de 20, puisqu'il doit nécessairement y avoir une cause de l'existence de chacun. Donc là, le troisième exemple renvoie non plus à des êtres mathématiques, mais à des hommes concrets, dont on ne nous dit rien par ailleurs, mais ça ressemble aux exemples qu'on trouvait dans le travail à la forme de l'entendement, quand on disait l'enfant qui a vu Pierre passer le matin et le soir, confond les deux, etc. C'est-à-dire, c'est une référence à une existence humaine indéterminée, qui n'est compréhensible que parce qu'on admet qu'on peut faire le même raisonnement sur cette existence humaine que sur les triangles. Donc, qui n'est compréhensible que par acceptation de l'exportation légitime du domaine des êtres géométriques abstraits dans celui des êtres humains concrets. Quatrième exemple, c'est dans la seconde démonstration de proposition 11, c'est-à-dire de l'existence de Dieu. La définition de Dieu, l'existence de Dieu suit de sa nature, et dans la deuxième démonstration, il en est autrement de la raison qui fait qu'un cercle ou un triangle existe ou qu'il n'existe pas. Elle ne suit pas de leur nature, mais de l'ordre de la nature corporelle tout entière. Car il doit suivre de cet ordre, ou bien que ce triangle existe actuellement par nécessité, ou bien qu'il est impossible qu'il existe actuellement. Donc, quatrième exemple, de nouveau emprunté aux mathématiques, ou, si on veut, à la connaissance physique, s'il s'agit de triangles concrets et de cercles concrets un peu plus abstraits. Il reprend le deuxième exemple, mais en le regardant avec sorte de l'autre côté. La définition de ces triangles, certes, ne suffit pas pour qu'ils existent, mais pour qu'ils existent, il faut renvoyer à l'ordre de la nature tout entière, corporelle, c'est-à-dire l'ordre de l'étendue. C'est bien également ce que nous avions vu dans le trait de la forme de l'entendement. Pour ces choses singulières où l'essence ne suffit pas à impliquer l'existence, on a besoin de l'ordre des causes à l'intérieur de la nature, qui fera exister tel homme et non pas tel autre, qui fera exister tel triangle ou tel cercle et non pas tel autre. Et vous remarquez que, exactement comme on l'a vu dans la forme de l'entendement, ce type de détermination exclut le possible. Il n'y a possible que dans notre connaissance, parce que nous ne savons pas quelle cause détermine. Mais à partir du moment où on sait quelle cause détermine, il y a simplement du nécessaire et de l'impossible. Cinquième exemple, c'est dans le Scoli qui suit les différentes démonstrations de proposition 11. Peut-être, cependant, beaucoup de lecteurs ne verront-ils pas aisément l'évidence de cette démonstration parce qu'ils ont accoutumé de considérer seulement les choses qui proviennent de causes extérieures. Et parmi ces choses, celles qui se forment vite, c'est-à-dire existent facilement, ils les voient aussi périr facilement, tandis que celles qu'il conçoit comme plus riches en possession, il les juge plus difficiles à faire, c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'elles existent si facilement. Pour les libérer de ses préjugés, etc., etc. Donc, une nouvelle fois, la difficulté du lecteur à entrer dans la démonstration de l'éthique est renvoyée à ses préjugés, c'est-à-dire à son accoutumance. Et cette fois, le préjugé, il porte sur quoi? Il porte sur les choses éphémères, celles qu'on voit paraître et disparaître, c'est-à-dire l'ensemble de choses de la nature. Alors, je laisse de côté la réfutation de Spinoza. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'on trouve un sixième exemple dans le second corollaire de la proposition 14, mais en fait, ce n'est pas un exemple, c'est l'intrusion directe du matériau corollaire 2. Il suit deuxièmement que la chose pensante et la chose étendue sont ou bien des attributs de Dieu,
ou bien des affections, affectionnes, modifications des attributs de Dieu. C'est-à-dire que dans le corollaire 2 de cette proposition 14, juste avant la proposition essentielle du livre, qui est la 15, on voit tout d'un coup s'introduire le matériau concret sur lequel on va raisonner la suite, c'est-à-dire l'étendue de la pensée. Donc le lecteur est censé savoir qu'il existe des corps, ou de la corporalité, et de la pensée, ou des idées. Et ici, Spinoza réintroduit ce matériau pour dire, au fond, ce qu'on appelle habituellement corps et pensée, ce sont deux choses différentes. Choses différentes à cause de ce qui a été énoncé précédemment. C'est soit l'attribut étendu, l'attribut pensée, soit les modes de ces attributs, c'est-à-dire les choses, corps individuels, et les idées individuelles. Donc là, on se rend compte qu'en réalité, tout le raisonnement du livre n'est compréhensible que parce que le lecteur doit avoir cela présent à l'esprit, même quand Spinoza ne cite pas d'exemple précis. Alors, les deux exemples suivants, ils sont les Scolier proposition 15. Donc, sixième exemple, début du Scoli. Il y en a qui forgent un Dieu composé comme un homme, d'un corps et d'une âme, et soumis aux passions. Combien cela sont éloignés de la vraie connaissance de Dieu, les démonstrations précédentes suffisent à l'établir. Donc, il faut comprendre les démonstrations qui vont jusqu'à proposition 15 comme écrites, en sorte, en regard de la fiction. On retrouve une nouvelle fois, alors là non pas affingant, mais fingunt. On retrouve une nouvelle fois le vocabulaire fiction. Ceux qui forgent un Dieu composé comme l'homme d'une âme et d'un corps et soumis aux passions. Donc nous savons, nous lecteurs légitimes de l'éthique, on espère, que l'homme est formé d'âme et de corps et qu'il est soumis aux passions, et nous constatons que certains appliquent immédiatement cette situation à Dieu. Alors, quand on a lu le traité de géopolitique, on voit très bien de qui il s'agit. C'est effectivement la plupart des religions, l'essentiel des croyants des religions révélées. Septième exemple. Ceux qui ont pris en considération la nature divine sont d'accord pour nier que Dieu soit corporel. Ils tirent très justement la preuve de cette vérité, de ce que nous entendons par corps, toute quantité longue, large et profonde, limitée par une certaine figure, ce qui est la chose la plus absurde qui puisse se dire de Dieu, qui est un être absolument infini. Donc, septième exemple cette fois, la référence à la nature du corps telle que l'ont construite les mathématiques, et l'impossibilité d'appliquer à Dieu ce modèle. Remarquez que cette impossibilité, on peut l'énoncer autrement. En effet, qu'est-ce que nous disons dans le traité théologico-politique à propos des croyances de Moïse? C'est le célèbre double exemple, Dieu est un feu, Dieu est jaloux. Moïse utilise les deux formules, Dieu est un feu et Dieu est jaloux. L'une de ces formules est métaphorique, l'autre ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'analyse de la mentalité de Moïse, telle que nous pouvons la tirer des passages de la Bible, prouve que, premièrement, Moïse ne croit pas que Dieu soit un être matériel. Donc quand il dit Dieu est un feu, c'est forcément une métaphore. Deuxièmement, il croit que Dieu est un être passionné. Donc quand il dit Dieu est jaloux, ce n'est pas une métaphore. Donc les deux aspects de l'anthropomorphisme peuvent se diviser suivant les individus. Il y en a qui croient à l'anthropomorphisme le plus immédiat, le plus grossier, le Dieu matériel. Ça n'est pas le cas de Moïse. On pourrait dire, mais c'est le cas de Hobbes ou des stoïciens, qui croient en un Dieu matériel. Il y en a qui, ayant rejeté l'idée de Dieu matériel, acceptent l'idée de Dieu passionné, précisément parce qu'ils rejettent l'idée de Dieu matériel avec des arguments qui ne sont pas ceux de la mathématique. Mais en revanche, quelqu'un qui a étudié la mathématique rejettera à la fois l'idée du Dieu passionné et du Dieu matériel. Donc ce septième exemple montre la radicalité avec laquelle la connaissance mathématique nous fait rejeter les préjugés concernant le divin. Bon, je n'irai pas plus loin dans le livre, je m'arrête là. Je vais revenir au début maintenant. Ce qui est clair, c'est que toute cette présence
des réquisites donne un tour tout à fait particulier au mathématisme de la première partie d'éthique. Ce sont bien des démonstrations, mais ce sont des démonstrations qui sont comprises que si le lecteur, premièrement, a déjà quelques connaissances de ce que sont les corps et les pensées, et deuxièmement, a déjà forgé des instruments pour les traiter. Autrement dit, le lecteur est déjà muni d'un certain nombre d'auxilia et d'instrumenta tels que s'y référait le trait de la forme de l'entendement. Bon, maintenant, recommençons au début, regardons les définitions, puisque on commence par 8 définitions. Alors, ces définitions, certes, on ne les comprendra vraiment qu'ensuite, quand on les verra à l'œuvre, quand on les verra fonctionner. Néanmoins, on peut déjà faire un certain nombre de remarques sur leur structure. Première remarque, sur ces 8 définitions, 6 définissent des noms: la cause de soi, la substance, l'attribut, le mode, Dieu et l'éternité. Ces définitions qui définissent des noms sont introduites par le terme intelligo. Deux définitions introduisent des adjectifs: fini, fini en son genre, et libre. Ces deux définitions-là sont introduites par le terme dicitur. Dans la suite de l'éthique, on retrouvera ces deux termes avec des variantes, dico, woco, appello. Mais il faut bien s'entendre sur leur sens. Lorsque Spinoza dit intelligo, j'entends par X telle chose, ça n'est évidemment pas une définition subjective. Il s'agit de donner une définition de type scientifique. Néanmoins, c'est important qu'il dise intelligo à la première personne singulier parce que ça veut dire qu'il l'assume en tant que tel. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Alors, d'abord, pour éviter toute interprétation subjectiviste de intelligo. Il ne faut pas le prendre comme moi, individu Spinoza, je crois que. Ce n'est pas du tout de l'ordre de la croyance ou de la subjectivité. Mais aussi pour souligner une chose, c'est que regardez la première définition. Per causam sui, intelligo id, etc., etc. La première des définitions, c'est celle de la cause de soi. Or, cette notion de cause de soi, on l'avait vue émerger dans le traité de la forme de l'entendement. Mais dans le traité de la forme de l'entendement, premièrement, elle n'était pas centrale du tout, alors qu'ici, elle apparaît comme fondamentale, puisqu'elle est la première définition. Et d'autre part, dans le trait de la forme de l'entendement, Spinoza disait la cause de soi, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il n'assumait pas le terme cause de soi, ou il le reprenait comme une équivalence entre un terme courant, alors courant chez les scolastiques ou chez Descartes, ou chez les cartésiens, qui pouvait à la rigueur coïncider avec ce qu'il avait dit lui. Donc, le terme cause de soi, dans le trait de la forme de l'entendement, était, en quelque sorte, à la périphérie du lexique de Spinoza. Il disait, regardez, ils disent que, on dit que. Bon, eh ben, ça peut ressembler à ce que je dis. Ici, au contraire, il l'assume comme définition. C'est-à-dire que le terme cause de soi, il ne faut pas simplement dire qu'il passe du traité de la forme de l'entendement à l'éthique, il faut dire qu'il change complètement de statut. Alors qu'il était à la périphérie du discours dans la réforme de l'entendement, ici, il est au centre, au fondement. Il est assumé comme étant la première définition. Et même, on verra que la proposition 6 et la proposition 7 mettront en connexion la définition 1 et la définition 3, c'est-à-dire qu'elles ont pour la définition de la cause de soi et la définition des substances, le tour de force, le point principal des démonstrations Spinoza, ça sera d'identifier substance et cause de soi. Donc ce qui s'est passé au fond de la réforme de l'entendement à l'éthique, c'est qu'on est passé
d'une conception où la notion de causalité joue un rôle essentiel, mais pas totalement universalisable, à une conception où l'universalité de la cause est le principe premier de la démonstration. Au fond, l'ensemble des choses se répartissent désormais entre ce qui est cause de soi et ce qui est causé par autre chose. Et même, pourrait-on dire, une fois qu'on aura progressé un peu plus loin dans le livre 1, on pourra le dire autrement, on pourra dire l'ensemble des choses se répartissent en ce qui est cause de soi et de tout le reste, et ce qui est cause d'autre chose. En effet, la progression du livre 1 sera de nous montrer non pas simplement que tout a une cause, ce qui est pratiquement assumé dès le début, mais que toute chose est cause. Donc que tout a un effet. On pourrait dire que tout le processus du livre 1 consiste à nous dire que toutes les choses sont des causes et que la causalité singulière de chaque chose est un fragment et un effet de la causalité divine. Donc la causalité est en quelque sorte généralisée dans les deux sens. Non seulement tout a une cause, y compris Dieu, mais tout est cause, y compris la dernière ou la plus humble des créatures. On pourrait dire que l'enjeu du livre 1, c'est de nous montrer l'univers comme, au fond, une mise en œuvre généralisée de la causalité. Alors, avant de passer à l'étude des définitions elles-mêmes, on peut se demander aussi quels sont les termes qui ne sont pas définis et qui servent à définir les autres. Donc, quelles sont les définitions qui manquent, si on veut? Qui manquent soit parce qu'on les trouvera plus loin, et que Spinoza ne juge pas utile de les tout de suite, soit parce qu'on ne les trouvera pas du tout, parce qu'elles semblent être indéfinissables elles-mêmes, ou avoir été déjà comprises autrement, tout simplement par le déploiement de la rationalité scientifique qui précède l'éthique. Alors, les définitions qu'on ne trouve pas, c'est les définitions de l'infini. En effet, la définition 2 définit le fini en son genre, mais ne dit pas ce qu'est l'infini. En fait, la définition de l'infini, on la trouvera un peu plus loin dans le premier Scoli de 1.8. On nous dira que l'infini, c'est l'affirmation absolue de l'existence d'une nature quelconque. Autrement dit, on définit ici le fini qui est en fait pour Spinoza un terme négatif. Et on définira ensuite l'infini qui est en fait pour Spinoza le terme positif, l'affirmation absolue. Et Spinoza rappellera d'ailleurs à cette occasion ce qu'il avait dit dans le travail de l'entendement concernant les mots positifs qui désignent des notions négatives et réciproquement, justement pour définir l'infini. Le terme cause n'est pas défini, au contraire, il sert tout de suite à définir les autres. Quant au terme de corps et d'idée, que l'on voit apparaître dès la définition 2, ils ne seront définis qu'au début du livre 2. Alors, deux autres termes importants, qui ne sont pas définis non plus. D'abord, le terme res. Définition 2, eares dicitur. Définition 7, eares libera dicitur. Donc, les deux définitions dont je disais qu'elles définissaient des adjectifs ne s'appliquent pas d'abord à Dieu ou à la substance ou attribuées au mode, elles s'appliquent à la chose. Donc, le terme le plus général que Spinoza semble connaître pour désigner ce qui est, c'est chose. Et on verra ensuite que chose, ça s'applique aussi bien à Dieu qu'au mode. Donc, si on voulait parler encore le langage aristotélicien, on dirait que c'est le terme transcendantal chez Spinoza.
Alors, c'est important de garder à l'esprit l'existence de cette notion de res, donc cette catégorie plus générale encore que substance ou attribut, parce qu'on verra que certaines des définitions que Spinoza donne à propos de ce qui l'intéresse immédiatement, par exemple à propos de la substance, peuvent s'appliquer non seulement à la substance, mais encore à d'autres choses. Donc, quelquefois, ce qui est défini au passage pourrait se généraliser à la res. On le verra par exemple à propos de l'existence d'attributs. Autre terme qui sert à définir les autres, c'est le verbe terminari, que Apune traduit par limité. Et qu'on ne verra jamais défini. On verra au fond modalisé, ils n'ont pas défini. Donc je prends une définition une par une. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante. On retrouve l'une des définitions de l'éthique, sauf que à l'époque, l'une définition de trait de la réforme de l'entendement, sauf que dans le trait de la réforme de l'entendement, cette catégorie de ce dont l'essence enveloppe l'existence n'était pas donnée comme définition de la cause de soi. Deuxièmement, deuxième définition, cette chose est dite finie en son genre, qui peut être limitée par une autre de même nature. Par exemple, un corps est dit fini parce que nous en concevons toujours un autre plus grand. De même, une pensée est limitée par une autre pensée. Mais un corps n'est pas limité par une pensée, ni une pensée par un corps. Alors, nous ne trouvons pas ici de définition du verbe limiter, mais nous voyons que dans le domaine de l'étendue, c'est-à-dire dans l'un des attributs que nous connaissons, être limité, c'est être plus petit qu'un autre. Ou être moins puissant. Or, c'est quelque chose qui sera énoncé comme un axiome dans la suite de l'éthique. Donc on sait ce que c'est que le fait qu'un corps soit limité par un autre corps. On sait ce que c'est que la finitude en ce qui concerne le corps. C'est d'en rencontrer d'autres qui sont plus forts que lui. Mais qu'est-ce que c'est que la finitude, le fait d'être limité, terminé en ce qui concerne une pensée? On ne nous le dit pas. On nous dit simplement qu'une pensée est limitée par notre pensée, mais de quelle façon, cela nous reste énigmatique. Autrement dit, Spinoza admet l'idée que le lecteur a déjà une précompréhension de ce que c'est que la limite d'un corps par un autre corps, à la fois par l'expérience quotidienne et par la physique, alors qu'on n'a pas d'exemple immédiat à mettre sous la catégorie de limitation d'une pensée par une autre pensée. Donc on trouve déjà ici ce qu'on va trouver plusieurs fois dans l'éthique, ce qui va être un des points forts de l'éthique, c'est qu'au fond, nous ne voyons pas les pensées alors que nous voyons les corps. Donc nous ne pouvons accéder à l'univers de la pensée, Spinoza ne croyant pas du tout à l'introspection, qu'à partir de leur correspondance du côté du corps. Et c'est ça qui explique ce très long détour qui va être fait entre 2,13 et 5,20. C'est que finalement, tout ce que nous pouvons dire sur l'attribut pensée, eh bien, ça va se déduire des effets visibles des relations entre les corps. Et ça sera très rare que les démonstrations soient faites entièrement à l'intérieur de la pensée, et on pourrait montrer que quand elles sont faites entièrement à l'intérieur de la pensée, ça renvoie à un horizon qui est une précédente démonstration faite du côté des corps. C'est pour ça d'ailleurs que, parmi d'autres raisons, le terme de parallélisme ne convient pas pour utiliser Spinoza. Si c'était véritablement parallèle, on pourrait faire la démonstration de n'importe quel côté. Or, précisément, ça ne l'est pas. Spinoza ajoute « Mais un corps n'est pas limité par une pensée, ni une pensée par un corps ». Alors, ça a l'air d'être un axiome ou un postulat qui est ajouté subrepticement à la fin de la définition. Mais en réalité, on ne fait ici qu'annoncer ce qui sera démontré en éthique 2.7.
Proposition 3, 4, 5, définition 3, 4, 5, on définit les trois termes fondamentaux de la métaphysique spinoziste, la substance, l'attribut, le mode. J'entends par substance ce qui est en soi et conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'autre chose duquel il doit être formé. Donc remarquez que la définition se fait à la fois du côté de l'être et du côté de la pensée, du côté de la chose et du côté de sa connaissance. J'entends par mode les affections d'une substance, affectiones, autrement dit ce qui est dans autre chose, par le moyen de laquelle est aussi conçu. Donc de même, le mode est dans la substance, du côté de l'être, et conçu par elle, du côté de la pensée. Et entre les deux, définition de l'attribut, j'entends par attribut ce que l'entendement perçoit de la substance, ou d'une substance, comme constituant son essence. Alors, première remarque là-dessus. On nous dit ce que l'entendement perçoit d'une substance, quod intellectus de substantia percipit. Alors, si on était plus exact, il faudrait dire per attributum substantiae, par attribut d'une substance, j'entends ce que l'entendement perçoit d'une substance. En effet, dans la suite, Spinoza ne se gênera pas pour utiliser le terme d'attribut pour désigner des attributs qui ne sont pas les attributs d'une substance. Donc, en réalité, dans cette définition, il y a deux définitions coagulées. Premièrement, la définition d'un attribut en général, c'est-à-dire l'attribut d'une chose, quelle qu'elle soit. Et il faudrait dire, j'entends par attribut ce que l'entendement perçoit d'une chose comme constituant son essence. Et 4 bis, en particulier dans le cas de la substance, on remplace chose par substance, et j'entends par attribut d'une substance ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. La définition est la même dans les deux cas, ça ne pose pas de problème. Mais il faut bien voir que cette définition s'applique à tout attribut quel qu'il soit. Alors pourquoi est-ce que je prends cette précaution ? Tout simplement parce que dans la suite, il arrivera à Spinoza d'utiliser le terme d'attribut pour désigner les caractéristiques essentielles d'une chose qui n'est pas une substance. Donc, ça ne pose pas de problème dans la mesure où c'est vrai aussi bien la substance qu'une autre chose. Évidemment, les attributs dont il parlera le plus souvent par la suite, ce seront les attributs de la substance, c'est-à-dire notamment la pensée, l'étendue. Mais on peut admettre que, par exemple, l'homme ou le triangle ont des attributs. Leurs attributs, c'est ce dont nous avons besoin pour les définir. C'est-à-dire ce que l'entendement perçoit de leur essence comme les constituants. Deuxième remarque. Bon, je pense que c'est suffisamment connu pour que je n'y insiste pas. On a voulu lire dans cette définition de l'attribut une interprétation subjective de l'attribut. C'est-à-dire, puisque c'est seulement l'entendement qu'il perçoit, à ce moment-là, l'attribut ne serait pas vraiment constitutif de l'essence de la substance, ce serait seulement une forme que l'entendement lui imposerait. Bon. Si on veut bien ne pas laisser traîner trop de kantisme ou de galianisme dans l'interprétation, il est évident que ça ne tient pas, puisque pour Spinoza, ce que l'entendement perçoit, c'est évidemment ce qui est. L'entendement ne se trompe pas. Il n'impose pas de forme. Il faut apprendre entendement au sens hegelien du terme. Alors, si vous êtes intéressé par cette question, dans un des appendices du livre Guérou, il y a une très longue histoire de ce contresens. Je ne m'y attarde pas. Donc, évidemment, l'attribut, c'est réellement l'essence de la substance. Et à ce moment-là, on peut inverser la question. Pourquoi Spinoza, si c'est réellement l'essence de la substance, pourquoi Spinoza ne dit pas « j'entends par attribut ce qui constitue l'essence de la substance ». Réponse, parce que, effectivement, c'est important de le regarder du point de vue de l'entendement, ce point de vue n'étant pas du tout subjectif, mais parce que c'est l'entendement, et non pas l'imagination, qui est capable de déterminer une essence. Définition 6. J'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Alors le c'est-à-dire, le hoc est,
sera explicité dans le premier scoli de la proposition 10. Mais remarquez que dans cette définition 6, Spinoza définit Dieu comme un être absolument infini, alors qu'il n'a pas défini l'infini. Mais si on met bout à bout ce qu'on trouve dans la définition 2, ce qu'on trouve dans la définition 6 et la définition de l'infini qu'on trouvera plus tard, il faut en déduire qu'il y a au fond 3 notions différentes. Il y a ce qui est absolument infini, à savoir Dieu, ce qui est infini en son genre, ce sera le cas des attributs divins, et même des modes infinis, et ce qui est fini en son genre, et ce sera le cas des modes finis. Donc des attributs divins, on pourra dire qu'ils sont infinis, mais pas qu'ils sont absolument infinis. Donc au fond, la définition 6, elle cherche à énoncer, en quelque sorte avant l'heure, l'articulation entre l'unité de la substance divine et l'infinité des attributs. Bon, je saute l'explication. Définition 7. Alors l'important de la définition 7, c'est la formule Vel potius, ou plutôt. Une chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seule à agir. Cette chose est dite une chose. Alors le cette chose en français, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que ça renvoie à ce qui précède, mais ce n'est pas le cas. Il faut terminer par une. Une chose est dite nécessaire ou plutôt contrainte, qui est déterminée par une autre à exister, à produire quelque effet dans une condition certaine et déterminée. Alors remarquez qu'en réalité, cette définition 7 ne définit pas la notion de nécessité. Elle définit l'opposition entre contrainte et liberté. Et elle présuppose, d'un point de vue spinoziste, que tout est nécessaire, c'est déjà énoncé ici, mais qu'il y a 2 sortes de nécessités. La nécessité interne, à savoir la liberté, la nécessité externe, à savoir la contrainte. Sauf que Spinoza ici hésite entre son propre vocabulaire et le vocabulaire courant qui évidemment n'oppose pas libre et contraint, mais oppose libre et nécessaire. C'est-à-dire dans le vocabulaire courant, on prend nécessaire comme synonyme de contraint. D'où la formule une chose est dite nécessaire ou plutôt contrainte. Alors, si on disait une chose est nécessaire si elle est déterminée par une autre, c'est l'acception usuelle de l'adjectif nécessaire. Et Spinoza la reprend dans un premier temps pour la rectifier, ou plutôt contrainte, c'est rappeler qu'en réalité la nécessité s'applique à tout. Donc on voit Spinoza, au fond, effectuer un chevauchement entre le vocabulaire de la tradition, pour qui libre s'oppose à nécessaire, et son vocabulaire à lui, où libre s'oppose à contraint, nécessaire étant le cadre général où se dégagent à la fois le libre et le contraint. Remarquez aussi que la détermination, que ce soit par soi ou par autre chose, ça n'est pas la détermination à être un effet, mais c'est déjà la détermination à être une cause. En effet, être libre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on dit que quelque chose est libre quand c'est la nécessité de sa nature qui la conduit ad agendum, à agir, donc à produire des effets. Et être contraint, c'est quoi ? C'est ad existendum et operandum, donc là aussi à produire des effets. 2 termes différents pour désigner les effets qu'on produit librement et ceux qu'on produit sous la contrainte, mais ce qui est, encore une fois, à noter, c'est que la nécessité appliquée aux choses ne les regarde pas d'abord comme des effets, soit de soi-même, soit d'autrui, mais comme des producteurs d'effets. Exister, c'est produire des effets. C'est énoncé ici d'emblée. 8, définition 8. J'entends par éternité l'existence elle-même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition de chose éternelle. Alors, l'explication oppose éternité et durée, et le terme de durée ne sera lui-même défini que dans la définition 5 du livre 2.
éternité n'est évidemment pas un attribut divin, c'est simplement une caractéristique de l'existence absolue. Donc, dans l'ordre du spinozisme, la notion de chose éternelle est première par rapport à la notion d'éternité. Alors qu'on pourrait avoir que l'impression de l'ordre du langage, c'est le contraire. Donc on retrouve ici une situation analogue à l'opposition entre fini et infini. C'est le fini qui est second par rapport à l'infini. C'est la notion d'éternité qui est seconde par rapport à la notion de chose éternelle. Mais la chose éternelle, on ne dit pas ce que c'est. On le rencontrera donc dans la suite. Bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui, et la prochaine fois, on commencera à l'analyse des 7 axiomes.